L'obsession, ce poison lent qui consume l'âme, transforme la raison en pulsion, la passion en dévotion absolue. Elle commence souvent par un frisson imperceptible, une idée persistante qui s'accroche aux parois de l'esprit, une ambition qui paraît noble, un désir qui semble légitime. Mais petit à petit, elle dévore tout. Elle ronge les doutes, efface les remords, déforme la réalité, jusqu'à que plus rien d'autre n'existe. L'obsession est une bête insidieuse. Elle s'insinue dans l'esprit comme un murmure et finit par en prendre le contrôle. Certains la voient comme une force, un moteur qui pousse à surpasser les limites. D'autres en font une religion, un dogme auquel tout doit être sacrifié. Mais à quel moment cet idéal devient-il destructeur? Quand cesse-t-il d'être une quête pour devenir une prison? Où se trouve cette ligne invisible entre la détermination et la perte totale de soi? Le manga a toujours su explorer cette dualité avec une puissance rare. Car derrière les plus grands antagonistes, derrière les figures les plus marquantes, il y a souvent une obsession absolue. Une idée qui a pris le pouvoir sur l'homme, une idée qui a exigé l'abandon de tout le reste. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les tréfonds de l'obsession, celle qui ronge, qui hypnotise, qui broie l'humanité d'un être. Car lorsque l'on donne son corps et âme à une idée, il arrive un moment où l'on ne s'appartient plus, où l'on devient l'instrument d'une volonté plus grande que soi. Jusqu'où un homme peut-il aller lorsqu'il est consumé par son obsession? Et surtout, peut-il encore revenir en arrière? Il marche lentement, chaque pas est mesuré, chaque regard calculé. Son sourire est d'une douceur dérangeante, un masque d'innocence qui cache un gouffre insondable. Son regard, lui, est un néant où toute trace d'humanité s'efface. Joan Ibert n'est pas un simple antagoniste. Il est une anomalie, une absence déguisée en présence, une idée qui marche parmi les hommes, mais qui n'appartient plus à leur monde. Son obsession n'est ni l'argent, ni la puissance, ni même la vengeance. Ses concepts sont bien trop triviaux, bien trop humains. Non. Joan est consumé par une seule chose, la destruction parfaite. Pas une destruction brutale et chaotique, mais une annihilation silencieuse et totale. Celle qui ronge de l'intérieur. Joan ne cherche pas seulement à tuer, il veut briser l'âme, déraciner les certitudes, détruire tout ce qui fait d'un être une personne. C'est là que réside la singularité terrifiante de Joan Ibert. Il ne tue pas au hasard. Il s'insinue dans l'esprit des autres, plante une graine d'angoisse, arrose la peur jusqu'à qu'ils deviennent eux-mêmes les monstres de leur propre histoire. Il n'a pas besoin de lever la main pour détruire. Il murmure, il insuffle le doute. Il transforme ses victimes en exécuteurs de leur propre tragédie. Là où d'autres imposent leur chaos par la force, Joan, lui, laisse les hommes s'effondrer sous le poids de leur propre noirceur. Joan incarne l'obsession absolue d'un idéal nihiliste. S'effacer du monde en laissant derrière lui un désir de désespoir, une œuvre invisible, une fresque de vide dont il ne sera même pas le témoin. Car Joan ne cherche pas la gloire, il ne veut pas qu'on se souvienne de lui, il veut disparaître, dissoudre son existence comme une ombre qui n'aurait jamais dû naître. Il efface son propre nom, manipule ses origines, supprime chaque trace de son passage, ne laissant derrière lui que des âmes brisées et des regards vides. Jusqu'où est-il prêt à aller? Aussi loin que nécessaire, car il n'a pas de limite, pas de remords, pas d'attachement. Son existence tout entière est une dévotion glaciale à la destruction. Pas pour dominer, pas pour régner, mais pour prouver une seule chose, qu'il ne reste rien. Mais si Joan est un gouffre qui aspire toute lumière, Makima, elle, est un soleil noir. Makima n'a pas besoin de hausser la voix, elle n'a pas besoin de forcer, sa simple présence impose l'ordre. Sa seule parole dicte la vérité. Elle n'a jamais à demander, car tout lui est dû. Elle avance avec une tranquillité inébranlable, comme si chaque instant du monde avait été écrit en sa faveur. Rien ne semble la troubler, rien ne semble pouvoir briser cette posture impeccable, ce sourire léger, ces yeux perçants, où se reflète une ambition dévorante. Ce n'est pas une femme, c'est une certitude. Mais Makima n'agit pas par simple caprice, elle incarne une idée, une volonté qui dépasse l'individu. Son obsession du contrôle ne vient pas d'un désir de puissance futile, mais d'une conviction inébranlable. Le monde tel qu'il est ne fonctionne pas. Il est imparfait, chaotique, fragile, et cette imperfection, elle ne la tolère pas. Alors elle modèle, elle façonne, elle prend. Les gens ne sont pas des compagnons pour elle, ils sont des outils. Des instruments qui doivent s'accorder à sa symphonie. Elle n'attache pas d'importance aux individus, seulement à leur utilité. Une fois qu'ils ont servi leur rôle, ils sont remplacés, effacés, oubliés. Leur existence ne lui importe que dans la mesure où elle peut la façonner. Ce détachement glacial est ce qui la rend si terrifiante. Elle ne tue pas par plaisir, elle ne manipule pas par jeu. Tout est méthodique, tout est nécessaire, tout est normal. Elle ne cherche pas à écraser par cruauté, elle ne ressent rien d'autre qu'une nécessité absolue. C'est dans cette absence d'émotion
que réside son horreur. Il n'y a pas de place pour l'échec, pas de place pour la révolte. Tu fais partie du monde qu'elle construit, ou tu es effacé. C'est aussi simple que cela. Makima est une force implacable, une main invisible qui resserre son emprise lentement, méthodiquement, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'échappatoire, jusqu'à que tout ce qui t'appartient, ton corps, ton esprit, ta volonté, ne soit plus qu'une extension de la sienne. Car elle ne veut pas juste dominer, elle veut posséder. Mais si Makima est une divinité froide qui façonne le monde à son image, Jagasaki, lui, est une bombe à retardement. Jagasaki, avant tout, est un homme brisé. Il n'a pas été façonné par un idéal, ni par une volonté de conquête. Il n'a pas choisi son obsession. Avant de devenir ce monstre, il était juste un homme fatigué. Fatigué de sa propre existence, fatigué de jouer un rôle qu'il n'avait jamais voulu. Sa vie était un enchaînement de petites souffrances invisibles, une relation qui n'avait plus de saveur, un travail qu'il haïssait mais auquel il se soumettait par dépit, une société qui lui tournait le dos à chaque pas. Il n'était pas un héros, il n'était même pas un homme courageux, il était juste là, vide. Et c'est quand la violence, cette force brutale, inhumaine, se manifeste en lui, qu'il commence à sentir la chaleur du pouvoir. Un pouvoir sauvage, incontrôlable, mais libérateur. C'est cette explosion de violence qui réveille en lui quelque chose qu'il croyait perdu. Une vie, une urgence à être, mais plus encore, cette violence devenait sa raison de vivre. Au début, tout cela semble nécessaire, une vengeance, une réaction face à un monde qu'il a écrasé, qu'il a ignoré. Mais très vite, cette obsession de briser tout ce qui touche devient une addiction à l'adrénaline, à la souffrance, à la destruction. Il n'est plus question de survie, il est question de détruire pour se sentir vivant. Chaque combat devient une occasion de prouver qu'il est plus qu'un simple homme fatigué, plus qu'une simple victime. Il devient l'agresseur, le prédateur. Mais jusqu'où cette obsession peut-elle le mener? Ce qui est terrifiant chez Jagasaki, c'est qu'il ne cherche pas à contrôler, il cherche à détruire. Pas pour conquérir un monde, ni pour obtenir un pouvoir ou une vengeance, il détruit parce qu'il ne sait plus comment vivre autrement. Et c'est là la vraie folie qui le consume. Il est devenu dépendant de la destruction. C'est son seul moteur, son seul but. La violence est devenue son exutoire, sa raison de continuer à respirer. Mais à mesure que l'obsession s'intensifie, il se perd de plus en plus. L'obsession de Jagasaki ne repose pas sur une structure mentale ou un but clair. Elle est purement instinctive. Ce n'est pas un désir réfléchi, c'est un besoin viscéral. L'obsession n'est plus seulement liée à ce qu'il peut obtenir, mais à ce qu'il devient en agissant. Chaque coup, chaque acte de violence lui permet de sentir son existence plus intensément. Mais chaque fois qu'il frappe, il s'enfonce un peu plus dans le gouffre. Alors quand la destruction devient la seule chose qui le fait exister, quand l'obsession d'un idéal se transforme en une quête pour se sentir vivant à travers la souffrance des autres, jusqu'où peut-il aller avant de tout perdre? Quand l'instinct prend le pas sur la raison, est-ce encore de la survie ou seulement une chute inévitable vers la folie? Il y a quelque chose de profondément tragique dans l'obsession de Griffith. Et c'est une réalité que souvent on préfère ignorer. Au-delà de la haine que ce personnage suscite, au-delà de son rôle de tyran impitoyable et des crimes qu'il a commis, Griffith incarne un désir humain profondément universel, que beaucoup d'entre nous partagent sans même en être conscients. Il n'est pas simplement un monstre, il n'est pas qu'un manipulateur ou un traître. Griffith est l'incarnation pure du rêve accompli, du but absolu que l'on veut atteindre à tout prix, peu importe le coût. Il n'est que la projection d'un idéal trop souvent caché au fond de nos cœurs. Celui d'arriver au sommet, de voir nos ambitions se réaliser sans compromis, sans hésitation. Il est par cette obsession une sorte de miroir déformant de ce que beaucoup d'entre nous souhaitent devenir. Ce n'est pas la manipulation ou la cruauté qui nous touche, c'est la manière dont il dévore tout sur son passage pour atteindre son but. C'est cette passion dévorante qui nous parle à un niveau plus profond. C'est là la tragédie de Griffith. Il nous montre que l'obsession peut au final ne rien laisser derrière elle, sauf un vide. Ce n'est pas qu'il n'est pas désirable ou détestable, loin de là, mais il devient à travers sa quête la représentation d'une recherche de la perfection poussée à l'extrême. C'est l'histoire d'un homme prêt à tout, absolument tout, pour accomplir son rêve, pour forcer le monde à s'aligner avec sa vision. Mais dans ce chemin, il se perd, il efface tout ce qui aurait pu faire de lui un être humain. Ce qui est déchirant, c'est que Griffith est tout simplement humain dans son obsession. Il ne cherche pas à être cruel pour le plaisir de l'être, il cherche à réussir là où beaucoup échouent. Griffith est une figure tragique de la détermination absolue, de l'ambition dévorante qui ne laisse aucune place à la peur, au regret ou à la morale. Il est ce que beaucoup rêveraient d'être, ne pas fléchir, ne pas hésiter, s'accomplir dans ce monde, peu importe les sacrifices.
À travers son regard, on voit la beauté de l'ambition pure, mais aussi sa terrible noirceur. Parce que contrairement aux autres personnages que nous avons vus, Griffith n'est pas guidé par un désir personnel ou même par la vengeance. Il cherche à créer un monde, une utopie, à travers son propre sacrifice et celui des autres. C'est une obsession totalitaire qui est à la fois triste et magnifique. C'est une quête de perfection, mais à quel prix? Il est là, seul au sommet de sa tour de marbre, mais son rêve est vide, car il a sacrifié toute connexion humaine pour y arriver. Aucun homme n'est plus solitaire que celui qui a accompli son but au prix de son humanité. Au fil de notre exploration à travers les personnages que nous avons rencontrés, la question de jusqu'où un personnage peut-il aller dans son obsession nous semble presque intemporelle. Ils ont tous montré des facettes différentes de cette folie douce, cette dévotion aveugle qui emporte tout sur son passage, à commencer par l'humanité de ceux qui succombent à cette quête. Mais la véritable question qui émerge, ce n'est pas simplement jusqu'où ils peuvent aller. La vraie question, la plus profonde, c'est quand l'obsession devient-elle une fin en soi, au point de se perdre dans l'accomplissement du rêve. Chacun de ces personnages nous prouve qu'il y a un point de non-retour, un instant où l'on franchit la ligne entre l'ambition humaine et la dévotion irrationnelle. Alors à la question jusqu'où peut aller un personnage dans cette quête folle, je répondrai, il peut aller jusqu'à se perdre. Ces personnages, chacun à leur manière, nous montrent que l'obsession peut tout engloutir. Il y a un seuil où la quête de perfection devient une spirale infinie de sacrifices. Un gouffre sans fond où le but n'est plus qu'une illusion et où celui qui la poursuit devient irrévocablement déformé par sa propre volonté. Ce que ces personnages ont en commun, c'est qu'ils vont toujours plus loin vers l'abîme, sans jamais regarder en arrière. L'obsession et la folie ne connaissent pas de frontières, si ce n'est celle que l'on s'impose soi-même. Peut-être que la véritable question n'est pas jusqu'où un personnage peut aller, mais quand se rend-il compte qu'il est déjà allé trop loin ? Utopia. What makes you say this is a utopia? I mean, I don't know. Isn't it supposed to be some perfect destination?